suis psychologue clinicien. Je suis également géopolitologue et fondateur de l'organisation KISAL, qui est un observatoire pour les droits humains au Sahel. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? Ce que ça évoque pour moi, c'est vraiment le fait qu'on doit réapporter dans nos sociétés, donc surtout les sociétés du Sahel, des possibilités de lutter en amont contre des fléaux qui existent aujourd'hui et vraiment d'avoir cette approche d'anticipation, de se dire c'est quelque chose qui peut arriver et on a déjà vu la preuve dans de nombreux pays. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas un phénomène où ça s'étale encore plus? Aujourd'hui, on essaie d'étendre le contre-terrorisme en disant qu'on a envie de s'approcher le plus que possible de la population, mais dans la prévention, il y a vraiment une approche où on part de la population avant tout, avant de partir du sécuritaire. Donc on part des instances sociales, on part des institutions qui existent déjà, on part de la paix, on part de l'économie, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? Ça s'est fait de manière assez organique. J'ai fondé mon organisation de défense des droits humains au Sahel et on travaillait surtout sur les questions de pastoralisme, sur la manière de faire de la résolution de conflits entre les pasteurs et les éleveurs. Mais comme on est au Sahel et comme il y a eu toutes ces questions de djihadisme, on s'est retrouvé dans un environnement où les personnes qu'on voulait défendre étaient sous les coups de l'extrémisme violent en tant que victimes avant tout. Et ensuite, dans un second temps, on s'est rendu compte que ces sociétés étaient en train d'être pénétrées totalement par des filières de recrutement au djihadisme, à l'extrémisme violent. Et c'est donc pour ça qu'on s'est intéressé à la prévention de l'extrémisme violent. Et de manière donc plus concrète, dans votre organisation, comment vous avez abordé cette question sur le terrain, donc avec les populations et les communautés avec lesquelles vous travaillez? Moi, mon organisation s'appelle KISAL. Et donc, on a deux actions principales. La première action, c'était vraiment celle de sonneur d'alerte et de dire à chaque fois, ça, c'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Il y a une situation de danger. Donc, faire remonter les informations et dire, attention là, il est en train de se passer quelque chose de très dangereux. Soit il y a eu des meurtres, des vols, des kidnappings, etc. Et donc, on appelle les autorités à vraiment faire preuve de leur présence et à essayer de parler aux différentes communautés, aux différents interlocuteurs. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, il y a tout ce qui concerne l'appui aux victimes. Donc, ça peut être tout ce qui est humanitaire. Et donc, c'est là que c'est bien d'être dans une fédération. On a des casquettes différentes, on a des accès différents. Et donc, finalement, apporter de l'aide humanitaire à des gens, c'est aussi une manière de solidifier les assises de leur société et de faire qu'il n'y a pas de déprédation de la part des groupes d'extrémisme violent. Quelles sont les difficultés, les obstacles ou les résistances que vous observez sur le terrain par rapport à la prévention de l'extrémisme violent? Ce qui est très dur pour nous, c'est le sentiment de lassitude des populations, où elles ont le sentiment qu'elles ont été victimes, elles ont le sentiment qu'elles sont en plein dans les problèmes déjà. Et donc, lorsqu'on parle de prévention, d'anticipation, il y a cette idée que, mais on est déjà des victimes, on est déjà en plein dedans jusqu'aux genoux. Et je pense qu'une des pistes qui est très intéressante dans ça, c'est de dire, bon, déjà d'une part, les choses pourraient être pires, donc, essayons de sauver ce qu'il est possible de sauver. Et d'autre part aussi, il y a d'autres endroits qui ne sont pas touchés pour le moment. Il y a des secteurs aussi de la vie qui ne sont pas touchés. Donc, essayons de voir ce qu'on peut faire au niveau de l'économie, au niveau de l'entente sociale, au niveau aussi de la présence des États. On parle toujours de l'extrémisme violent dans les zones en marge, donc dans les campagnes, dans le milieu pastoral, etc., etc. Mais toutes ces populations ont aussi des représentants, ont une diaspora dans les milieux urbains. Donc, il y a vraiment un risque de propagation de l'extrémisme violent en milieu urbain. Et donc, ce qui est très bien pour nous, c'est de pouvoir organiser des assises, de pouvoir organiser des rencontres dans lesquelles on fait passer le message aux diasporas et qui permet de remonter vers le terrain aussi ce qu'on a à dire, de répondre des messages d'espoir, de remonter de l'aide matérielle aussi. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention de l'extrémisme violent à un niveau régional ou international a évolué depuis ces 6 dernières années, depuis le lancement du plan d'action du secrétaire général des Nations Unies? Aujourd'hui, on a un discours qui est autre, qui ne dit pas tout simplement oui, il faut qu'on empêche les jeunes de prendre les armes. Aujourd'hui, on est sur une perspective qui est beaucoup plus longue où on se dit il faut créer de la résilience. Donc, lorsqu'on parle de prévention, on parle d'anticipation. Et ce qui est encore mieux, c'est d'appuyer la résilience qui existe déjà à l'intérieur de ces sociétés. Et je pense que c'est ce vers quoi on est en train de tendre aujourd'hui. Concernant les conversations régionales auxquelles vous avez participé,
Est-ce que vous avez l'impression que cette initiative a permis de faire un plaidoyer sur la prévention de l'extrémisme violent? Je pense qu'avant tout, c'est de fournir du vocabulaire, c'est de fournir des éléments de langage pour les personnes qui viennent, pour qu'elles puissent s'approprier ce qu'il y a, qu'elles puissent également voir ce qu'il y a comme possibilité, aussi bien de la part des partenaires que de la part d'autres personnes avec qui on discute. Comment expliquez-vous que malgré l'intérêt qu'il y ait pour la prévention, finalement, c'est quand même, ça reste une approche qui est difficile à faire accepter sur le terrain? Il y a le djihadisme, mais il n'y a pas que le djihadisme. On parle peu aussi des violences qui sont commises par les États. Et là aussi, on a autant de victimes, sinon plus que par les groupes djihadistes armés. Lorsqu'on est dans une vision de la prévention, il faut qu'on tienne compte de tous les coupables. On se consacre seulement au djihadisme armé. On passe vraiment à côté de toutes les doléances, de toutes les préoccupations des communautés. Et donc, on ne peut pas s'assurer d'avoir leur engagement, d'avoir l'alliance avec. D'après vous, pourquoi est-ce si important de se réunir régulièrement dans le cadre d'une initiative comme les conversations régionales? Je dirais que nous n'avons pas le même langage ni les mêmes discours. Je vais donner un exemple très concret. Lorsque j'ai participé en 2018, c'était à Alger, il y avait donc moi, organisation des droits humains, chercheur également, il y avait des personnes du terrain que je ne rencontre jamais. Or, je sais que ce sont des gens qui vivent les mêmes choses que nous, ou ce sont des gens face auxquels nos communautés font face, face auxquels nos communautés sont sur le terrain. Et donc, de les rencontrer là, d'avoir leur perspective, d'entendre leur discours, qu'est-ce qu'elles ont à dire, en quelque sorte en termes de défense, ce qu'elles ont à dire également en termes d'explication de ce qui se passe, ça nous permet, nous, de se dire, OK, ce n'est pas totalement comme ce qu'on pensait, et peut-être que si on a envie de faire de la prévention, il faut qu'on sache en amont ce que ces personnes sont en train de vivre et qu'on puisse le communiquer aux personnes qu'on prétend représenter, aux personnes qu'on prétend vouloir aider. Donc, pensez-vous finalement, d'après ce que vous dites, que cette initiative a favorisé une communauté de pensée, de pratique, ou en tous les cas a permis ce partage? Absolument. Je dirais que lorsque on est dans les rencontres, on est vraiment une communauté. On est ensemble, on loge au même endroit, on va aux mêmes activités, on a une identité commune le temps de ces rencontres-là. Et en plus, on s'échange de contacts, on garde vraiment le lien avec de nombreux participants. Moi, j'étais sur un panel sur la communication. J'étais avec des gens qui sont dans les radios locales, dans les radios communautaires. J'étais avec des journalistes également. Et moi, j'étais là surtout parce que mon organisation communique sur ce qui se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un peu moins. Mais à cette époque-là, on était vraiment une grosse machine avec des dizaines de milliers de personnes qui nous suivaient, avec des alertes très fréquentes. Est-ce qu'on peut dire que ça a changé quelque chose dans votre façon de penser l'extrémisme violent ou dans vos pratiques? Je pense que oui, résolument, parce que lorsque j'arrivais, moi, à Alger en 2018, j'étais vraiment dans les choses de l'urgence, vraiment. Alerte précoce, meurtre, kidnapping, vol, brigandage, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Ça s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quelque chose qui m'a fait me dire que finalement, moi, je suis toujours en train de faire le plaidoyer pour des actions sociales, pour des actions qui sont plus proches de l'humain, mais finalement, je suis aussi dans l'urgence et que c'est bien d'être dans l'urgence, mais il faut aussi à un moment prendre du recul et c'est pour ça que c'était bien d'avoir autant de casquettes différentes et d'avoir vraiment plusieurs jours où on est là. Là, ça veut dire que c'est le format lui-même des rencontres qui favorise tout ça. Est-ce que le dialogue qui est au centre de l'initiative et de la prévention vous paraît être un outil important de prévention? Et si oui, le dialogue avec qui? C'est très bien la seconde partie de la question parce que c'est là où j'allais venir. La première partie, je pense qu'on peut tous dire que oui, résolument, on a besoin de dialogue. On a besoin de dialogue qui est inclusif. Et justement, c'est là où je dis que ça touche le second point. Quand on dit du dialogue inclusif, il faut que tout le monde soit là. Et je pense que c'est vraiment l'un des points faibles de toutes ces questions de dialogue, c'est qu'on n'a pas assez de représentants, on n'a pas assez de diversité dans les gens qui sont présents. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas dialoguer avec tout le monde, il y a des gens qui sont totalement de l'autre côté de la barrière, il y a des gens qui sont dans des formes d'extrémisme criminel, mais il y a aussi des gens avec qui on ne se comprend pas, mais sur qui le focus n'est pas mis parce qu'on ne les considère pas comme des extrémistes violents, alors qu'ils le sont absolument. Je parle là aussi des milices armées. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre cette initiative des conversations régionales? C'est très utile de continuer et l'année 2020 nous a montré à quel point on avait besoin de se retrouver les uns avec les autres. On choisit des gens particuliers, des chercheurs bien précis.
on choisit des représentants d'organisations, d'associations, etc., qui viennent aussi, qui sont disponibles et qui vont faire le relais avec leurs organisations. Donc, je pense qu'on ne peut vraiment pas faire l'économie de ce temps passé ensemble. Et plus on passait du temps sur place, plus on apprenait à se connaître et plus on avait un discours, plus on avait des idées qu'on pouvait ramener chez nous. Et si ça doit continuer, je pense que c'est une bonne direction vers laquelle aller. En quoi est-ce important pour vous d'avoir un pays comme la Suisse qui s'engage dans une initiative de prévention et qui facilite ce type de rencontres? La Suisse, par le fait que ce n'est pas une puissance coloniale, une ancienne puissance coloniale, la Suisse, par le fait qu'elle n'est pas connue sur la scène internationale comme étant un pays qui vient exploiter les richesses des autres, elle a ce cachet-là qui fait qu'on a tendance plutôt à aller vers elle. Mais ce qui serait encore plus intéressant, et je pense que la Suisse le fait déjà, c'est aussi d'amener les autres à la table de discussion, c'est-à-dire pas seulement les gens qui sont originaires du Sahel, que ce soit vraiment tous ensemble autour de la même table, par des gens qu'on envisage comme étant des gens suffisamment proches de chacun et ne prenant pas parti. Je vous remercie de cet entretien.